Nous sommes à l'est du Havre, dans la commune de la Serlangue. Nous allons nous engager dans une randonnée de 5 km 300, la randonnée de la Guibourdière. Et ça commence par ici. La commune de la Serlangue se trouve dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Le nom curieux de la serlangue vient d'une scolopendre, c'est-à-dire d'une plante qui pousse dans les sous-bois locaux, également appelée langue de serre, d'où serlangue. Cette petite route goudronnée s'appelle rue de Babylone, mais je ne sais pas si je vais y voir des jardins suspendus. Comme on peut le remarquer, les arbres sont sur des talus, au sommet de talus, comme souvent en Normandie. « 5 km 300, ça n'est pas bien long, cette histoire de se déverrouiller les jambes. » On trouve des traces de la serlangue depuis le XIIe siècle. Continuons vers Babylone. Nous allons bientôt pénétrer dans le bois de la Guibourdière. L'herbe est bien grasse. C'est encore ici une de ces petites randonnées que l'on peut trouver dans cet opuscule, qui couvre donc des randos de Seine-Maritime, d'Eure et du Calvados. On arrive auprès d'une propriété et c'est là qu'on trouve un sentier pour s'engager dans le bois. C'est par là. Rando bleu. Voici le bois des Guibourdières qui donne son nom à la randonnée. On passe à proximité d'une de ces belles maisons à pans de bois qui font le charme de la Normandie. En fin de parcours, il faudra que je vous montre l'église de la Serlangue, dont le clocher est assez pointu et rappelle celui de l'église d'Harfleur, à côté du Havre. Il y a aussi, non loin, l'église de Saint-Jean d'Aptaux. Nous verrons si elle est ouverte, nous verrons si j'ai le temps. Vais-je être dévoré par un sanglier ? Ou par un ours slovène qui ferait un pèlerinage dans le coin? Le guide précise que le sentier est assez caillouteux. La nature et la technologie moderne. Encore 3 mois et tout ceci sera jaune. Après un printemps 2025 très sec, l'été 2025 a rétabli l'humidité. Le bois de la Guibourdière est ce qu'il reste d'une région où le défrichage a permis donc l'installation d'un certain nombre de villages autour de Saint-Romain-de-Colbosc. Ça y va, les ptéridophytes.
et les bryophytes. Mais restons sur le chemin principal, j'allais me perdre. Il existe des arbres remarquables, et notamment en Normandie. Je pense en particulier au chêne à la cuve qui se trouve dans la forêt de Bretonne, que vous pouvez voir dans un de mes films. Ça s'appelle la forêt de Bretonne en automne. Ce chêne à la cuve est très particulier parce qu'il est issu de la fusion de plusieurs chênes et il y a un creux au milieu, donc une cuve. Voici des digitales pourpres qui fleurissent encore fin juillet. Ce sont plutôt des plantes du mois de juin. La forêt bruit de sons étranges, comme s'il pleuvait, mais le ciel est bleu. Le bois de la guibourdière est assez vallonné, ce qui empêche de se lasser en fait, c'est assez joli. De plus, les arbres ont une grande prestance, une grande majesté. En Normandie, il faut voir la forêt d'Éavy et la forêt de Lyons. La forêt de Lyons, qui est une hêtraie, est assez stupéfiante à certains endroits. On voit apparaître des arbres au niveau d'un champ. D'un seul coup, la forêt apparaît. Et comme ces arbres sont immenses, cela entraîne une impression assez particulière. Et il y a en France des forêts plus remarquables encore, comme la forêt de Fontainebleau ou la forêt de Troncet, près de Montluçon. Investissez dans des chaussures de randonnée et accompagnez-moi sur les sentiers. Ça sera bon pour votre santé. Là, il va y avoir un passage assez délicat, là. Passage victorieux de la Gadoue. On aura une petite pensée pour Jane Birkin au passage. Oh oh! Je crois que je me suis réjoui trop vite. J'aurais dû prendre des échasses comme dans les Landes. Je contourne l'obstacle. Ah, mais j'arrive quand même à faire marcher mes 2 neurones. Surtout qu'il n'y en a plus qu'un de fonctionnel, l'autre commence à déconner un peu. La forêt est bien calme. Moi qui pensais que les animaux allaient venir à moi comme à Saint-Bernard. Beauté de la nature, mais attention, plantes toxiques. Les feuilles, les graines contiennent des substances utilisées en médecine pour tonifier le cœur. Seulement si vous dépassez la dose, quick, il n'y a plus de cœur. Je viens de me faire piquer par une saleté d'hyménoptère. Je vais attraper le chikungunya. Parfait, je ne suis pas perdu. Chose peu courante, voici un banc de trèfle qui pousse sur un tronc d'arbre. J'ai voulu dire une souche. Tout ceci est éminemment sylvestre, vous l'aurez remarqué. C'est une randonnée course d'obstacles. Voilà un pauvre arbre qui n'a pas dû supporter une des tempêtes qui arrivent quelquefois en Normandie. J'ai beau regarder la végétation, je ne vois pas encore ces fameux cervis lingua qui donnent leur nom à la commune de la Serlangue, langue de cerf.
Le petit opuscule dit que dans la région, il y en a souvent sur les murets des puits. Mais ce n'est pas ici qu'on va trouver des puits. Pour l'instant, le chemin n'est pas dramatiquement caillouteux. Un arbre colonisé par le lierre. Je vais arriver à une clairière où se trouve une mare. Le suspense est insoutenable. Ombre et lumière. Il ne s'agit pas de cette mare. Celle dont je vous parle doit sans doute être beaucoup plus grande. Là, c'était une mare de circonstance. Le sentier s'incurve carrément. J'ai amené un casse-croûte, mais ça va être difficile de se poser. Les conifères se mêlent aux feuillus. Un bouleau. Cet arbre-là n'est pas difficile à reconnaître. Bétula. Et voici un scolopendre. La clairière n'est plus très loin, et c'est tant mieux car je commence à faire un petit peu une indigestion de verre. Les balades de forêt, oui, c'est sympa, mais j'aime bien les balades de cours d'eau, ou de bord de lac, ou de bord de mer. Je ne suis pas bousculé par le surtourisme. Il faut carrément faire du gymkhana pour éviter les flaques. Je suis dans un endroit où ça sent particulièrement mauvais. Y a-t-il un satyre puant, un phale impudique dans le coin? Vous savez, ce champignon qui sent la charogne. L'arrivée à la clairière. Une flèche, bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où aller. Mais où sont passés les ruminants? Comment cette souche est-elle arrivée au milieu du champ? Mystère. Et par ailleurs, nous n'avons pas vu la mare. Vous en déduirez avec cette puissance logique qui vous caractérise que si elle n'est pas ici, c'est qu'elle est ailleurs. Et un petit bain de soleil. Nous allons atteindre un carrefour de chemin et c'est là qu'est la mare. Je n'ai pas pris mon maillot de bain, mais ce n'est pas grave parce que je ne sais pas parler le batracien. Voici l'autre sentier, et moi je continue vers le bois de la Haise. Je vous prends à témoin qu'il n'y a pas la moindre mare en vue, à ce point de bifurcation. Heureusement, pas besoin de monter par là. Je ne suis pas perdu. Voilà une deuxième couche de forêt, mais le bois de la Haise est plus court que le bois de la Guibourdière, heureusement. Et nous allons aboutir au Val aux Pecques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut montrer ses pectoraux.
Après le Val-au-Pec, nous regagnerons la civilisation au niveau d'un hameau, Saint-Jean-des-Essarts. Le bois de la Hesse, finalement, est beaucoup plus caillouteux que le bois de la Guibourdière. Le sentier remonte doucement. Eh bien, ça me fait penser aux éboulis de pierre comme dans les gorges du Fier près d'Annecy ou dans la montagne du Vitocha près de Sofia en Bulgarie. Pas très pratique pour poser mon popotin et manger un casse-croûte, je trouve. Joli, mais ça manque de variété. J'aperçois des taches roses là-bas, ce sont sans doute des épilobes en épis. Et là, de belles ombellifères. Bien vu, ces épilobium angustifolium se balancent dans le vent et dispersent d'ailleurs leurs graines. En voici, plus rapprochées. Un début, mais c'est encore timide. On n'est que fin juillet. Faut compter encore un mois. Nous approchons du Val-au-Pec. À la sortie du bois de la Hesse, voici la bifurcation, comme en témoigne le totem. Je suis à proximité d'une sorte de petite pépinière. Donc je prends ce chemin à droite. Bon, comme ça il n'aura pas froid. Me voici donc ici dans le Val-au-Pec, mais il n'y a donc personne pour regarder mes admirables pectoraux et mes tablettes de chocolat que j'ai dans ma sacoche. Remontons vers Saint-Jean-des-Essarts. Tout à l'heure c'était trop bas et maintenant c'est trop haut pour mettre mon popotin. Ce tronc attire mon attention, il est vraiment massif. Allez, je trouverais bien un petit coin pour m'asseoir à Saint-Jean-des-Essarts. Là-bas, un bel arbuste de Buddleia. Bien sûr, toutes les randonnées ne se valent pas. Celle-ci manquait sans doute de variété. J'ai aimé les randonnées de Jumièges, de Watteville-Larue que j'ai faites dernièrement, les randonnées au bord des falaises. Mais c'est le contact intime avec ma Normandie qui me séduit. Il y a des noiraudes et des rouquines. Vous souvenez-vous quand vous étiez gosse de ce dessin animé La Noiraude, où l'on voyait une vache anxieuse qui appelait son vétérinaire au téléphone?
Les habitations de Saint-Jean-des-Essarts. Le chemin est un peu obstrué par ce saule. Pourquoi dit-on saule pleureur, d'ailleurs? Nous revenons sur le bitume. Je réalise que j'aurais dû tourner sur la droite à la croisée, à la bifurcation de tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Car en effet, je suis tout de même bien à Saint-Jean-des-Essarts, à la sortie du village, et je dois continuer par ici pour rattraper mon point de départ. Les beaux épis se forment. Si ce petit film vous aura endormi, je vous rassure, le coma n'est pas irréversible. Le hameau de Saint-Jean-des-Essarts, par lequel j'aurais dû passer. On rejoint le lieu dit la Morinerie. Je suis presque arrivé. Construction en briques typique du pays de Caux. Et là encore, des arbres sur des talus. Il y a quand même une mare que je n'aurais pas loupée. Ma Porsche est toujours là, j'arrive au point de départ. Soyons honnêtes, on ne peut pas dire que cette randonnée était la plus captivante de celles que j'ai faites. Allons voir l'église de la Serlangue, des fois qu'elle soit ouverte. Me voici dans le bourg de la Serlangue. Et vous remarquerez que le clocher est en pierre. Comme l'église est ouverte, ce qui n'arrive pas souvent, enfin pas spécialement à la Serlangue, mais dans les petits villages de France, eh bien je vais en profiter. Je fais bien de venir, car en effet, regardez l'appareillage de bois
au niveau de la voûte qui est tout à fait caractéristique de la Normandie. Le chœur comporte des vitraux qui ont l'air plus anciens. Les stalles du chœur. Finalement, ce sont des vitraux du XIXe siècle. Ce vitrail date de 1894. À proximité se trouve Saint-Jean d'Aptaux, qui se signale par une église également intéressante. Saint-Jean d'Aptaux est un hameau dépendant de la Serlangue, et son église date du XIe siècle. C'est un chef-d'œuvre de l'art roman. C'est Raoul de Tancarville, chambellan du duc Guillaume, futur Guillaume le Conquérant, qui a fondé l'abbatiale. Par miracle, l'église est ouverte. Nous allons pouvoir voir les fresques anciennes. La tour-lanterne. C'est tout à fait intéressant ce qui reste donc de ces fresques romanes très anciennes. Une très intéressante surprise, une bien jolie découverte que cette église de Saint-Jean d'Aptaux. À très bientôt pour une autre séquence en ville, à la campagne, le long d'un lac, le long de la mer, nous verrons.